Bonjour à toutes et à tous les présents ici en salle, ainsi que ceux qui sont présents sur le live stream pour cette nouvelle table ronde autour du secteur, donc qui parlera du secteur de l'assurance et tous les métiers qui en découlent. Pour cela, aujourd'hui, nous avons la chance d'avoir des professionnels du domaine qui vont nous expliquer un peu plus en détail, du coup, toutes les clés à avoir pour pouvoir réussir dans ce domaine, dans ce secteur, mais aussi nous présenter toutes les opportunités qui sont liées à ce secteur. Donc, bonjour Monsieur Raphaël Pérez, vous êtes représentant pour la CFDT au sein de l'OPCO Atlas, et aujourd'hui, vous allez justement nous présenter, nous parler des métiers de l'assurance, des métiers qui sont autour de l'assurance. Donc, je vous en prie. Merci. En introduction, je dirais que vous avez deux bonnes raisons d'être là. La première, c'est parce qu'on va parler d'alternance, et la deuxième, parce qu'on va parler d'assurance. Et je dis ça parce que dans le monde de l'assurance, l'alternance est véritablement promue et il y a des tas de choses à faire, dans tas de secteurs. Donc moi, je vais vous présenter rapidement ce qu'on entend par secteur d'assurance. On a du mal à imaginer ce que ça peut être. Et puis ensuite, on parlera de l'intérêt de l'alternance et de la façon dont on peut évoluer professionnellement au sein de l'entreprise, au sein de la famille des métiers ou des métiers même, ou au sein de la branche professionnelle. Ce qu'on appelle branche professionnelle, c'est l'ensemble du secteur professionnel, l'ensemble de l'activité professionnelle. Donc, l'assurance, c'est quatre grosses, on va dire, gros secteurs, grosses branches, on appelle ça des branches, qui sont à la fois complémentaires et spécifiques. La première que tout le monde connaît, ce sont les sociétés d'assurance. Je dis, tiens, voilà, en disant ça, on a tout dit. Mais non, parce qu'il y en a trois autres. Il y a ce qu'on appelle les agents généraux, ce qu'on appelle les courtiers et ce qu'on appelle les sociétés d'assistance. Tout cela fait partie du groupe du secteur assurantiel, avec des spécificités, j'ai dit. Donc, ce qu'on a, il y a déjà une grosse division, séparation, différence entre ce qu'on appelle l'activité indemnitaire et ce qu'on appelle l'activité servicielle. Bon, c'est un peu technique, mais en gros, l'indemnitaire, c'est ce qu'on trouve dans deux secteurs principalement, société d'assurance, le courtage et l'agent général. Le serviciel, on le trouve plus dans l'assistance. Je vais m'expliquer, c'est important de connaître les métiers. En disant ça, je caricature un peu, parce que les agents généraux et les courtiers font aussi du serviciel. Et les assurances en font aussi un petit peu. La différence entre les deux, quand même si je vous parle de ces deux aspects, il faut savoir de quoi on parle. Quand on parle d'indemnitaire, on parle d'indemnisation. C'est-à-dire que jusqu'à maintenant, ce qu'on comprend, ce qui caractérise l'assureur, c'est que vous avez un sinistre, l'assurance, en fonction de votre contrat, va vous indemniser. Donc ce n'est pas quelque chose qui se fait dans l'urgence, quelque chose qui se faisait avant, ce qu'on appelle dans le back-office, c'est-à-dire dans les services administratifs, les conseillers indemnisaient en fonction des factures, etc. Le serviciel, donc ça découle de service, et le service, on entend aussi prestation de service. Là, on est dans une action, une opération directe, et souvent dans l'urgence. Je parle d'urgence parce que les sociétés d'assistance, elles, je vais les définir après, mais c'est pour bien distinguer les deux aspects. Les sociétés d'assistance, elles, interviennent sous forme de prestation. Vous avez un contrat d'assistance qui est souvent en inclusion avec votre contrat d'assurance. Inclusion, ça veut dire que quand vous payez une assurance, vous payez une prime, une mensualité, et dans cette mensualité, vous avez donc une partie qui est, mais que vous ne voyez pas passer en général, vous la payez avec votre prime, qui est ensuite reversée pour les prestations d'assistance. Ce qu'on appelle donc des primes versées aux sociétés d'assistance, qui vont servir donc à financer et à mettre en place des opérations d'assistance.
Donc, indemnitaire, assurance, essentiellement agents généraux, courtiers, serviciel, assistance, mais on retrouve du serviciel dans les trois autres aspects de plus en plus. Le conseil, c'est du serviciel, par exemple. Les agents, les courtiers font du serviciel, puisqu'ils font du conseil. Bon, ça, c'était d'une façon générale, de façon macro, pour bien comprendre les principes de l'assurance. On a ensuite, donc, ces 4 blocs, je vais un petit peu les préciser. Donc, l'assurance est là pour protéger les particuliers et les entreprises à chaque étape de la vie. C'est le plus gros, en termes de salariés, c'est 155 000 salariés. Ce sont des grosses entreprises en général, de plus de 1000 salariés. Donc, avec donc, des perspectives d'évolution, de mobilité horizontale et verticale, un petit peu différentes des autres structures qui sont un peu plus petites. Par exemple, les agents généraux, c'est 25 000 personnes. Et eux, la différence avec les sociétés d'assurance, c'est que ce sont des gens qui se sont dit, bien moi je vais faire de l'assurance, mais je vais faire l'assurance un peu différemment des sociétés. Je vais ouvrir, c'est des entrepreneurs en général, hein. Je vais ouvrir mon agence et je vais vendre tel que je le conçois. Sauf que pour les agents généraux, on verra que les courtiers c'est différent, les agents généraux vendent les contrats d'une compagnie. On va trouver un agent général d'AXA, un agent général qui vend des contrats de la Massif ou d'Alliance. Enfin bon. Donc, les courtiers, c'est encore différent. Je pense qu'on a entendu plus parler des courtiers en banque, en finance, où on va chercher un prêt et puis ils nous trouvent le meilleur taux. Là, c'est des courtiers en assurance, c'est un peu la même logique. On veut s'assurer, mais on a des besoins spécifiques. On veut s'assurer pour le moins cher et pour avoir le plus de garanties. On va aller voir un courtier qui va donc écouter vos besoins, vous conseiller, et ensuite donc vous proposer l'assurance, le contrat d'assurance, quel qu'il soit, pas forcément le contrat Alliance ou AXA dont je vous ai parlé, ça peut être n'importe quelle assurance, mais il va vous proposer donc plusieurs produits. Ça c'est le courtier. Et eux ils sont 25 000 aussi à peu près, et 90% des agences détenues par les courtiers, enfin, ce sont des mandataires, hein, c'est-à-dire qu'ils sont mandatés par les compagnies d'assurance. Ils ont donc, des structures beaucoup plus petites. Les agences et les courtiers, ce sont 80% de salariés d'entreprises de moins de 10 salariés. Alors que tout à l'heure, je vous ai parlé d'assurance, ils sont beaucoup plus gros. L'assistance, c'est 10 000 salariés, mais des grosses entreprises. Donc, selon qu'on veut, c'est un choix qu'on fait de l'alternance ou qu'on veut s'insérer dans une de ces agences et entreprises, il faut choisir soit évoluer dans une grosse entreprise avec cette particularité ou une petite. Justement, quel est votre conseil, vous, pour quelqu'un qui vient juste d'entamer des études dans ce sens-là ou qui veut faire un métier en lien avec l'assurance? Est-ce qu'il devrait plutôt s'orienter vers un grand groupe, une grande compagnie d'assurance, ou plutôt, comme vous dites, de petits cabinets pour justement commencer à apprendre le métier? C'est une bonne question. Beaucoup d'agents ou de collaborateurs, parce que quand on les agences ou des courtiers, on parle de collaborateurs avant, les premiers niveaux, enfin, qui s'occupent de la relation clientèle, de la gestion de sinistre, etc. Ça dépend des choix de chacun. On peut choisir et préférer évoluer dans une petite structure, plus familiale, plus... effectivement, il n'y aura pas toute cette possibilité de métier qu'on va retrouver dans une grosse structure comme les sociétés d'assurance. Là, il y a plus d'opportunités d'évolution, mais on peut, avec le temps, devenir agent, sachant qu'il y a de plus en plus de jeunes et de femmes dans les agences en ce moment. Et les agents actuels ont plus de 50 ans ou 60 ans, et il y a un renouvellement nécessaire qui va se faire de toute façon. Donc, je ne pourrais pas répondre à cette question précisément, c'est qu'il y a un choix personnel. Ça. Et par rapport aux 4 branches que vous avez citées tout à l'heure, donc qui sont tous en lien avec le secteur de l'assurance, est-ce que du coup le parcours scolaire ou universitaire que doit prendre la personne est le même si on veut choisir une des 4 branches?
Oui, oui, parce qu'on se spécialise un peu plus tard. Il y a beaucoup d'étudiants rentrent dans l'assurance avec un bac+2. Bac+2, c'est le niveau d'entrée dans n'importe lequel des 4 secteurs. Ensuite, si on veut aller un peu plus loin, viser des postes d'encadrant, de responsable, et si on veut devenir agent ou un projet de devenir agent au courtier, il faut poursuivre ses études, il faut aller un peu plus loin. Il faut aller en licence pro, il y a la licence pro banque assurance qui est très bien vue, et puis en master. Dans les sociétés d'assurance, il faut vraiment chercher une spécialisation assurance pour pouvoir grimper assez rapidement. Mais oui, BTS Assurance, c'est vraiment le panier minimum. Il faut rentrer. Ensuite, si on veut aller un peu plus loin et renforcer, sécuriser son employabilité et son parcours, il faut taper dans le master. Peut-être que les présents ici en salle ont des questions, je vous en prie. Alors, je suis diplômée d'une école de commerce en finance. Pardon, c'est moi. Je suis diplômée d'une école de commerce en finance. D'accord. Et j'aimerais savoir si... j'ai souvent vu des postes d'audit dans le domaine de l'assurance, justement. Et je voulais savoir si vous avez des prérequis en général spécifiques au domaine de l'assurance pour les auditeurs ou pas? Non, que je sache, il n'y a pas de spécificité particulière. Vous êtes diplômé c'est master, vous avez un master? Oui, c'est un master. Master 2? Oui. En audit en finance, mais j'ai fait un stage de fin d'études en audit. D'accord. De plus en plus, de toute façon, on parle de banque assurance maintenant. Ouais. Donc, ce que vous avez appris sur l'audit en finance, vous allez pouvoir le transférer sur l'assurance. Il n'y a pas de... À ma connaissance, je ne suis pas spécialiste de cette branche-là, ce métier-là en particulier. Mais en toute logique, il n'y a pas de difficulté à intégrer n'importe lequel des secteurs d'assurance avec ce diplôme. Je pense que vous êtes tout à fait... Derrière, c'est juste une question de choix personnel, avec quoi on est plus à l'aise. Oui, c'est ça. Mais il y a beaucoup de recrutement dans l'assurance. C'est pour ça que je vous invite vraiment à... N'hésitez pas à pousser la porte. Ne vous auto-censurez pas. La diversité, c'est un point très important. Il y a beaucoup d'accords, des accords d'entreprise qui sont négociés soit au niveau de chaque entreprise ou au niveau des branches professionnelles qui va pour le développement de la mixité, la diversité. On est vraiment, pour ceux qui sont nés entre 97 et 2010, on vous appelle la génération Z. Bon, ça n'a rien à voir avec un autre Z qui est en ce moment en cours de rue, là, mais les agences d'assurance sont à la recherche, ils vous attendent quelque part. Quand j'ai les assurances, c'est les quatre volets de l'assurance. Donc tout le secteur de l'assurance, entre autres, avec les 4 branches. Bien sûr. Et à savoir que si vous n'êtes pas spécifiquement diplômé ou en phase d'être diplômé de l'assurance, il y a tout ce qu'on appelle les métiers support qu'on retrouve dans n'importe quelle entreprise, RH, compta, moyens généraux, etc., qui sont en recherche d'alternants. Parce que pour l'entreprise, c'est intéressant d'avoir des alternants. D'abord, vous êtes formé chez eux, donc plutôt que d'embaucher quelqu'un, un étudiant qui n'a jamais pratiqué, donc là, il y a tout à gagner. Et puis vous avez tout à gagner aussi de choisir l'alternance dans l'assurance, parce qu'il y a des possibilités. Et et puis vous formez un métier directement dans le cadre de vos études. Merci. Peut-être une question qui vient du live stream. On n'en a pas. Parfait. Je vous remercie, Monsieur Pérez, pour cette intervention. Merci beaucoup. Je vais vous présenter maintenant Monsieur Youssef Abdelbari, donc, qui va nous parler un petit peu de son parcours. Je vous laisse vous présenter. Alors, avant de me présenter, j'aurais une question. Qui a déjà échoué ici? Ou qui a le sentiment d'avoir déjà échoué? C'est bien. C'est bien, on est sur la bonne voie. C'est bon signe d'échouer.
C'est Sartre qui Il faut disait... juste rebondir derrière. C'est ça. J'avais baissé les bras. Sartre disait plus j'échoue et plus j'existe. Donc je suis tout à fait d'accord avec lui. Alors en ce qui me concerne, je suis un alumni d'NQT, puisqu'il y a une dizaine d'années, j'étais accompagné par une personne charmante qui s'appelle Laurence Crevisier, et qui vraiment a été d'une aide très importante à tout niveau. Donc je suis originaire pour ma part des Yvelines, de Chanteloup-les-Vignes. C'est une belle petite bourgade, au départ de 3500 habitants, et puis un jour l'État a décidé de créer de construire une cité ouvrière, et donc c'est passé de 3500 à 12 000 habitants, avec les difficultés qu'on peut imaginer dans une ville qui triple de population en l'espace de quelques mois. Donc j'ai grandi à Chanteloup, quartier populaire, problème d'école, de transport, isolement, etc. Et très vite j'ai eu comme passion, comme envie de devenir avocat. Donc après mon bac, alors déjà parce que j'étais au lycée, assez naïvement, je n'ai même pas exploré d'autres voies. Quand je vois mes neveux aujourd'hui qui regardent les différentes options, école de commerce, etc., moi je me rends compte avec du recul que c'était quasi suicidaire ce que je faisais, à savoir d'envisager qu'une seule voie et aucune autre. Donc je me suis inscrit à la fac, en droit, à Cergy. Vu que c'est ce que je voulais faire, j'étais passionné, ça s'est plutôt bien passé. J'ai un double master en droit, donc l'un en droit des assurances et l'autre en droit des sociétés. Je vais vous expliquer comment j'en suis arrivé là. Et disons qu'au bout de 4 ans, j'étais en master 1. Mon rêve étant de devenir avocat, parce qu'avocat dans mon esprit, avant de m'inscrire à la fac, en tout cas, ça signifiait être riche, être beau, être écouté, avoir un statut, etc., comme à la télé, ce qui n'est pas du tout le cas en réalité. Et fort heureusement, j'ai échoué au concours d'avocat, l'examen d'avocat. Et vraiment, c'est la plus belle chose qui pouvait m'arriver, échouer à cet examen. Parce que j'ai pris du recul, j'ai analysé effectivement mon échec, l'important étant de rebondir, de se remettre en question. Et comme je crois que c'est aussi quelque part un inconscient, j'avais peut-être pas forcément envie d'être avocat après quelques années à la fac, parce qu'il faut savoir que j'ai échoué 2 fois, et que les 2 fois j'étais le premier non admis. Donc en termes de déprime, d'échec émotionnel, c'était très compliqué. Heureusement, lors de ma 4e année, j'ai rencontré un chargé de TD génial qui m'a dit, vraiment par hasard, je cherchais un Master 2, il m'a dit écoute, pourquoi tu t'inscris pas en assurance? Parce que généralement, il faut le dire, on atterrit dans le secteur des assurances par hasard. C'est pas un secteur sexy, c'est pas quelque chose qu'on vend. En général, on est à la banque, en finance. Il n'y a aucun film qui est tourné sur un champion d'assurance. Le loup de Wall Street, c'est pas un assureur, c'est tout l'inverse. Et du coup, Christophe me dit, ma fiancée s'inscrit en master à Paris, à la Sorbonne, tu devrais essayer. Il s'avère que je demande à un autre chargé de TD son avis, et par hasard, il me dit qu'il va me soutenir ma candidature, me faire une lettre de recommandation, que je n'ai jamais reçue. En fait, ce que je ne savais pas, c'est que, 1, il m'aimait bien, et 2, il connaissait le directeur du master. Donc j'ai eu un peu de chance, ça je vous l'avoue. Et donc je me suis inscrit à ce Master 2 en droit des assurances, ça s'est super bien passé. Et la difficulté que j'ai rencontrée, c'est qu'aujourd'hui on a le Covid. Moi quand j'ai été diplômé, on sortait de la crise financière de 2010. Et c'est pour ça que je dis NQT m'a beaucoup aidé, parce que quand on a son diplôme, même avec un double master, d'ailleurs c'est pour ça que j'ai fait un 2e master, c'est parce qu'il n'y avait pas le job que je voulais. Vraiment, on me dit c'est un CDD, c'est 3 mois. Si vous n'êtes pas content, de toute façon, il y en a d'autres qui cherchent du boulot à votre place. Donc vous n'avez pas le choix. C'est soit vous acceptez ce contexte-là, vous affrontez la réalité et vous essayez d'en tirer du positif, soit vous abandonnez. Moi, j'ai fait ce choix d'aller au bout de mes idées. Et donc, j'ai accepté un CDD. C'était 3 mois. Chez Generali, pas très loin, Stade de France. Ça m'a fait bizarre de passer à côté quand je vois mon parcours aujourd'hui. Donc de 3 mois, on est passé à 9 mois, ce qui m'ont rappelé au bout de 2 mois en me disant on a un autre CDD pour toi, est-ce que ça t'intéresse? Et ensuite j'ai fait de l'intérim. J'étais payé, je peux vous le dire en toute transparence, 35K, c'est pas du tout ce à quoi je m'attendais quand je sortais de la fac, parce qu'après 6 années de droit, on s'imagine déjà avec limite un 0 de plus.
Et voilà, donc j'ai fait mon expérience, donc j'ai accepté un poste en protection juridique. J'étais au milieu de gens qui n'avaient pas ma spécialité, mais qui avaient un CDI. Ensuite, j'ai fait de la gestion des sinistres. Concrètement, il n'y a pas besoin d'avoir un master en droit pour faire de la gestion des sinistres. On peut commencer en Bac+2, Bac+3. Mais je l'ai pris comme une opportunité et me dire, bah, je vais apprendre, et ça me servira un jour. Et de fil en aiguille, ce qui s'est passé, c'est que j'ai renoué contact avec des gens qui avaient le même diplôme que moi. Et ce qui a été vraiment décisif, parce que j'ai quand même eu quelques promotions, j'ai eu après 3-4 ans d'expérience, on se vend un peu mieux sur le marché. J'ai rejoint une boîte géniale qui s'appelle CGPA avec une manager qui s'appelait Josiane, qui est à la retraite aujourd'hui, qui est un puits de savoir. J'ai énormément appris avec elle en 2 ans. Et quand je dis apprendre, ça commence par décrocher au téléphone, envoyer un courrier de refus ou d'acceptation. C'est des choses qu'on n'apprend pas à l'école généralement. C'est vraiment le métier. Et c'est pour ça que l'alternance est très important, parce que quand on a un parcours universitaire, malheureusement on n'a pas on n'est pas le pied à l'étrier, on n'est pas confronté à la réalité du travail exactement, et du coup la transition peut être assez difficile. Et ce qui a été vraiment je pense décisif aujourd'hui, je ne vous ai pas précisé, je suis responsable juridique chez AXA Partners. Vous connaissez AXA, c'est un peu le Real Madrid ou le FC Barcelone du football. C'est une super boîte, c'est génial. Je suis donc responsable à l'international. J'ai une équipe de 8 personnes, outre des avocats avec qui on travaille. Mon périmètre, ça va du Japon au Cameroun. J'ai une quinzaine de filiales que je supervise à 35 ans. Et les gens me disent, mais ça a été quoi ce déclic? Qu'est-ce qui a fait que tu as pu passer de la gestion des sinistres à Saint-Denis, chez Generali, au 2e étage de l'immeuble de Wido, à responsable juridique chez AXA? Et ce qu'on a fait, en fait, c'est développer son réseau. Alors le réseau, soit vous l'avez quand vous êtes bien né, soit vous ne l'avez pas et donc vous devez le créer. Ça n'a pas été facile, mais ce qu'on s'est dit avec une bande de copains, c'est qu'on allait créer une association. Donc on a créé le Young AIDA, qui est, AIDA ça signifie Association internationale du droit des assurances, parce qu'on aime ce qu'on fait, on aime le droit, et qu'on avait envie de travailler à l'international. Moi je rêvais de travailler notamment sur la partie Afrique, la région africaine. C'est quelque chose qui me fascinait quand j'étais étudiant, mais il n'y avait pas le diplôme qui préparait à ça, il n'y avait pas l'opportunité, et généralement il fallait partir en Afrique. C'était pas non plus, en termes de grand écart, ça faisait beaucoup. Et donc on a créé le Young AIDA, et de fil en aiguille, ça permet de rencontrer des gens qui sont dans le secteur, donc qui sont soit avocats, soit juristes en l'occurrence. Et puis on a étendu, comme les assurances, c'est un secteur assez diversifié, on peut vraiment avoir plusieurs carrières dans l'assurance. Et parfois, on peut avoir plusieurs carrières dans une même boîte. Parce qu'on peut commencer juriste, on va basculer dans de la souscription, parce que souvent sur de la RC, pour la souscription, il faut avoir une analyse du risque juridique, de combien est-ce qu'on est amené à payer s'il y a un accident demain, ici ou là. Et ainsi de suite. On peut basculer dans les RH, en fonction de son diplôme d'origine. Et donc nous, on a créé le Young AIDA, et le Young AIDA, c'est ce qui nous a permis donc, de nous connecter. Et un jour, François, qui est un membre de l'AIDA, m'a dit, écoute Youssef, c'est vrai que tu as des qualités, c'est vrai que tu as un métier qui te plaît, mais j'ai potentiellement mieux. On est à la recherche aujourd'hui d'un responsable juridique à l'international. Et c'est comme ça que concrètement, j'ai pu avoir cette opportunité. Et puis après, une fois qu'on est dans la boîte, généralement, je suis passé par là où vous êtes aujourd'hui. On a la motivation, on a le talent. À partir de là, quand on conjugue les deux, les opportunités, elles viennent. Donc, la première année, j'étais que juriste. Et la deuxième année, comme il y a une culture très anglo-saxonne, on m'a proposé une promotion, c'était de prendre en charge la région Moyen-Orient et Afrique. Et puis au bout de 2 ans, on m'a proposé de rejoindre l'Excom régional. Et cette année, on m'a confié en plus l'Asie, en plus de ce que je faisais. C'est un très bon parcours que vous avez là. C'est très inspirant. Juste la petite question du coup, comme vous avez été mentoré par NQT, qu'est-ce que ça vous a vraiment apporté? Une remise en confiance. Enfin, déjà on se remet en question, parce qu'on analyse l'échec. Parce que forcément, quand on atterrit chez NQT, c'est qu'à un moment donné, il y a quelque chose qui ne s'est pas passé comme on l'espérait. Et donc il y a des outils qui sont mis à notre disposition pour analyser son parcours et ce que l'on veut vraiment faire. Je pense que c'est indispensable à un moment donné de s'arrêter, de se dire est-ce que c'est vraiment ce que j'ai envie de faire? Parce que parfois on analyse un échec, on se dit
allez, je réessaie. Mais d'autres fois, on se rend compte qu'on a échoué parce que finalement, on n'avait peut-être pas tant envie que ça, qu'on nous a orienté vers quelque chose qui ne correspond pas forcément à notre façon d'être. Moi, c'est mon cas. Avocat, c'est un milieu très individualiste. C'est pas du tout ma personnalité. Moi, j'adore être au contact des gens, j'adore partager, j'adore faire des choses avec d'autres personnes. Là où l'avocat, il a plutôt tendance à avoir son dossier, parce que plus il a de dossier, plus il chiffre et plus il a un bonus. Concrètement, c'est ça. C'est pas du tout ma façon de penser. Donc NQT a mis à disposition des outils qui m'ont permis vraiment de revoir et actualiser mon projet professionnel. Et ensuite, le deuxième élément vraiment qui était très important, c'était avoir confiance en soi. Quand on est en période de recherche d'emploi, du jour au lendemain, on est étudiant, on est beau, on va réussir, on est le meilleur, etc. Et puis on échoue, on n'a pas le boulot qu'on veut. Et là, on a l'impression qu'on nous a berné, que finalement on n'est pas si beau, pas si bon, pas si intelligent. Et on a l'impression qu'on ne va jamais y arriver. En tout cas, il y a des moments où on doute énormément. Et Laurence, moi, son partenariat, ce qui m'a beaucoup aidé, c'est je la voyais à raison d'une fois par mois. Et à chaque fois, elle me dit non, Youssef, tu es dans une situation où tu es en recherche d'emploi, donc tu peux penser que, y compris dans tes entretiens avec des employeurs, tu n'es pas si bon que ça, mais vraiment, tu n'es pas moins bon que les autres. Et ce qui compte, c'est comment tu te démarques. Comment est-ce que tu arrives à mettre en avant tes qualités qui font qu'on va retenir ta candidature plutôt qu'une autre. Et ça, c'est important. Ça, c'est vraiment important. Donc, des outils objectifs et puis un accompagnement humain, si je puis dire, qui nous accompagne beaucoup, qui nous aide beaucoup. Je vous remercie beaucoup pour ce témoignage. Je vous remercie toutes et tous ici présents ainsi que sur le live stream. Je vous invite aussi à aller sur le site www.nqt.fr pour plus d'informations avec toutes les plaquettes et aussi vous allez retrouver du coup les contacts de toutes les personnes qui sont intervenues aujourd'hui sur les tables rondes. Et je vous invite aussi à visiter le site www.j'assuremonfutur.fr pour toutes les questions qui sont autour des métiers et le secteur de l'assurance. Merci beaucoup à toutes et à tous.